Bonjour, bienvenue à l'île Maurice et plus particulièrement ici à Montchoisy où nous accueille donc cette première série de Escapades Rugby. Je suis Stéphane Henry, grand amateur de rugby, résident à l'île Maurice depuis 33 ans, originaire du sud-ouest de la France. Et j'ai le grand plaisir et honneur d'accueillir aujourd'hui mon ami Gérard Guidi qui vient également du sud-ouest de la France et qui est à l'île Maurice depuis 25 ans. On va parler dans cette vidéo de rugby, on va parler de l'île Maurice, on va parler de business et on va essayer de rendre l'interview la plus agréable possible pour nos auditeurs. Avant, je voudrais saluer notre sponsor sans qui on n'aurait pas pu faire cette vidéo. Notre sponsor, c'est Sip.mu à travers les magasins Le Connoisseur et surtout représentant des marques Aromara et Fitspo. Des barres protéinées pour les grands sportifs comme nous étions, toi et moi, Gérard. Donc, on va commencer par du rugby. Donc, depuis Castelsarrasin jusqu'à l'île Maurice et en passant par Agen. Raconte-nous un petit peu ton expérience, ta vie de joueur de rugby et d'entraîneur au cours de ces dernières décennies. Oui, ben j'ai commencé à Castelsarrasin où mon père jouait au rugby à l'époque et donc tout naturellement. J'ai retrouvé très jeune et j'étais autour des stades de rugby où j'ai eu et j'ai baigné dedans tout de suite. Voilà, donc j'ai commencé à jouer à l'école de rugby et puis à 16 ans et demi, j'ai fait mon premier match en national contre La Rochelle. C'est un souvenir extraordinaire. Voilà, et après j'ai enchaîné, j'ai continué à jouer à Castelsarrasin pendant quelques années. J'ai eu des sélections au niveau des juniors et au bataillon de Joinville, après avec l'armée. Ensuite, je suis revenu à Castelsarrasin une année et puis après, j'ai signé à Agen et j'ai joué quelques saisons à Agen et j'ai eu le privilège de jouer avec des hommes extraordinaires qui sont encore aujourd'hui tous, on est tous amis encore aujourd'hui, on s'appelle de temps en temps. Hier, j'en avais un qui est venu à l'île Maurice. Il y en a souvent d'ailleurs qui viennent à l'île Maurice et c'est toujours un plaisir de se retrouver. Voilà, et puis en 76 donc on a été champion de France. C'est un souvenir qui nous marque à vie parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Oui, peut-être une parenthèse sur la finale, ça doit être un moment, une finale de championnat de France, le bouclier de Brennus, ça doit être quand même extraordinaire. Oh. Et puis surtout d'avoir un peu cassé l'élan du grand Béziers de l'époque qui dominait le rugby français. Oui, Béziers c'était des amis et des joueurs, mais sur le terrain, on n'était pas trop amis sur le terrain, mais en dehors c'était vraiment de très grands joueurs. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de gagner ce titre contre Béziers. Où nous avions perdu l'année d'avant en finale du Manoir après un grand match aussi. Et on jouait pas le même rugby. Mais surtout c'était une histoire d'homme extraordinaire. On n'était pas comme aujourd'hui 45 pour jouer, on était juste, on va dire, une vingtaine dans l'année, il devait y avoir 25 joueurs qui avaient joué, c'était tout quoi. Et voilà, c'était un autre rugby. Il n'y a pas de comparaison avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais par contre, au niveau de l'amitié, de tout ce qu'on a appris, de toutes ces valeurs du rugby qu'on a appris et qui m'ont permis à moi personnellement de grandir et ensuite de le transposer dans la vie de tous les jours et dans l'entreprise. Voilà, donc un passage à Agen. Après, je suis parti, comme je travaillais, j'avais beaucoup de boulot à l'époque, je suis allé faire une saison à Montauban, qui était plus près de chez moi, c'était plus facile. Et ensuite, je suis revenu à Castelsarrasin comme joueur-entraîneur pendant quelques années. Et puis un jour, dans les années 90, j'étais parti à La Réunion en vacances chez un cousin à moi. Et je suis tombé amoureux de cette île de La Réunion. Et la vie étant, j'ai vendu toutes mes affaires en France. Parce que j'ai vendu toutes mes affaires en France et je suis parti à l'île de La Réunion. De 90 à 2000, j'ai vécu à l'île de La Réunion où j'ai entraîné. J'ai entraîné pendant 10 ans le club de Saint-Denis, la sélection de La Réunion. Et pareil, toujours le même. On rencontrait des gens du sud-ouest avec qui j'étais. On avait des amis qui sont devenus aussi des amis. Et ensuite, après, en 2000, j'ai décidé
de venir créer une entreprise, créer quelque chose ici. Un ami m'avait dit, Gérard, on pourrait faire quelque chose. Et je suis venu à l'île Maurice donc, en 2000. Et aujourd'hui, en 2025, je suis toujours là. J'ai pris ma retraite il y a 1 an et demi. J'ai cédé mon affaire, comme toutes les affaires que j'ai eues, que ce soit en France, je l'ai cédé à mes employés. Et à Maurice, évidemment, je suis arrivé 2 jours après, j'étais sur un terrain de rugby. Tu étais venu, tu as joué dans l'équipe des Pirates, où tu jouais pilier. Hein, fin de carrière. Ouais, fin de carrière. Comment on commence une carrière ailier, on finit pilier. Voilà. Et donc, voilà, j'ai entraîné, je me suis occupé de Maurice et j'étais encore, il y a 2 ans, je m'occupais des filles du rugby à 7, de l'équipe du Nord et de la sélection. Voilà, et ma vie passée sur le rugby. Et aujourd'hui, il y a encore 10 jours, j'étais à Madagascar pour un tournoi avec Madagascar, Maurice, La Réunion, Mayotte. Voilà, donc le rugby, je crois qu'on est vacciné pour la vie, quoi. Voilà. Sans aucun doute. Voilà le parcours, quoi. Sans aucun doute. Et peut-être deux périodes importantes liées au rugby. D'abord 76-77, donc ce titre avec Agen. Et puis le Grand Béziers, si tu peux peut-être nous expliquer comment l'atmosphère du rugby à cette époque-là. Quand même, l'AS Béziers, c'est 10 titres de champion de France pendant cette période. Il marchait sur tout le monde. Comment vous avez réussi à les battre en finale ? Et puis ensuite, est-ce que tu as vécu le Grand Chelem 77 ? Tu devais avoir des coéquipiers qui font partie de cette grande équipe. Oui. Raconte-nous un peu cette époque. Alors, ouais, évidemment, le Grand Béziers, c'était, ça nous faisait rêver. Et quand on allait jouer contre Béziers, c'était quand même, on savait qu'on allait avoir... Il faisait peur, non? Pas trop. Non, on savait qu'on allait avoir un combat. Oui, j'ai laissé le nez. Estève il m'a pris avec ça. Heureusement, s'il m'avait pris avec le poing, je crois que j'aurais laissé la tête. Mais c'était des grands joueurs de rugby. C'était des grands joueurs de rugby avec un jeu magnifique. Et pour les battre, il fallait vraiment du courage. Hein. Il fallait se lever tôt, mais vous êtes levé très tôt le jour de la finale. Oui, mais le jour de la finale, on les avait battus en finale du bouclier d'automne, qui était à l'époque. On les avait battus aussi en finale la même année, enfin l'année d'avant. Et dans 76, c'était un combat, on avait une équipe de copains, on était très 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 soudés. On était prêts à tout laisser, quoi. Et je crois que sur la finale, oui, on s'est bien battu. On s'est bien battu en défense. On a été, et puis après on a joué avec notre rugby d'Agen, où on jouait derrière, on attaquait. C'était 2 rugby différents, Et on a eu la chance, on va dire, il faut toujours un peu de chance. On a eu cette chance de pouvoir gagner. Voilà, et on a gagné cette finale et ce bouclier c'est quelque chose de phénoménal. Mais voilà. Et le Grand Chelem 77, tu es allé voir les matchs, les 2 matchs en France? Oui, évidemment, puisque c'était l'époque de Jacques Fouroux, qui était pour nous un grand monsieur à l'époque. Et puis dans cette équipe de 77, j'avais des copains avec qui j'avais été par exemple au bataillon de Joinville, avec qui j'avais joué en France Espoir, en France B aussi. J'ai eu la chance d'être plusieurs fois remplaçant en France B. Donc j'étais avec ces gars-là, des gars comme Imbernon, Palmier, Papa Rambord, Paco, tous ces gens-là, Cholet, c'était des monstres. Et j'ai eu la chance de jouer avant qu'ils partent en Argentine, de jouer en France B, France A contre eux. C'était des monstres. Quand je voyais Fouroux qui leur parlait, assez grand, les gars, ils avaient la larme qui coulait. Nous, les 3 quarts, on trouvait ça quand même. C'était une équipe de copains, une grande équipe, des messieurs du rugby, alors ils l'ont prouvé depuis. Hein. Voilà. Une équipe extraordinaire, une génération extraordinaire. Et qui venait d'une multitude de clubs. Il y avait quelques Biterrois, évidemment, mais il y avait pas mal de Toulousains déjà à l'époque, mais il y avait aussi des joueurs de Castres, de partout. Oui, il y avait des joueurs, Cholet à Castres, Jean-Pierre Rive qui jouait à Toulouse à l'époque. Oui, non, il y avait des gens de partout. Et des grands messieurs qui m'ont marqué. Ça, c'est une génération qui m'a marqué, quoi.
Et ensuite, un grand moment que tu vas nous raconter, c'est la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde de 1987, où tu es dans le squad. Ouais. Explique-nous comment là, tu étais là et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde. Je passe 3 semaines en Nouvelle-Zélande. C'est de par mon métier, on en parlera tout à l'heure, de par mon métier, il y a Lafont qui se blesse et qui ne part pas avec l'équipe de France au dernier moment, et ils appellent Didier Cambera-Béraud. Didier Cambera-Béraud part au dernier moment et nous appelle et nous dit, il avait des cheveux et c'était nous qui nous en occupions. Et donc il y avait un entretien à faire et il nous appelle au dernier moment, il nous dit voilà, je pars demain, je prends l'avion demain et je pars en Nouvelle-Zélande. Donc ce qui n'était pas possible, partir 3 semaines avec les cheveux comme il avait, c'était pas possible. On avait un entretien à faire sur un joueur de rugby au moins tous les 3 semaines. Et là, on dit écoute, on prend un avion de Toulouse, on arrive et on va faire ce travail qui dure une petite heure. On va s'occuper de toi pendant une petite heure. On trouvera un coin à Roissy, on pourra faire ça. Et puis, manque de peau, peut-être pas d'ailleurs, une chance pour moi. Les aiguilleurs du ciel en grève à Toulouse et on ne peut pas partir. Et donc Didier Cambera-Béraud s'envole pour la Nouvelle-Zélande. Ça va être difficile pour lui, quoi. Hein. Et donc on se réunit le soir même et les potes qui sont avec moi me disent Gérard, c'est toi qui dois partir en Nouvelle-Zélande, tu as tes copains qui sont là-bas, les joueurs, il y en a beaucoup avec qui tu as joué, tu les connais, tu connais tout le monde. Fais-nous s'il te plaît, pars, il faut sauver les cheveux de Cambé. Est-ce que part et voilà, et puis 5 ou 6 jours après, je m'envole avec un groupe qui avait organisé Midi Olympique, avec Édouard Scrella, qui s'occupe de ça, et je pars avec eux, donc en Nouvelle-Zélande. Et là, j'arrive à Auckland et je prends l'avion pour faire quelques kilomètres et me retrouver avec l'équipe de France. Et là, je me rappelle toujours, j'arrive avec ma valise et ma petite sacoche, avec mon travail pour pouvoir travailler quand même. Et là, je rentre dans le hall de l'hôtel et puis il y a tous les joueurs qui sont en train de manger avec 2 mètres plus haut là. Et puis ils me voient rentrer. Alors évidemment, Francis Ager, Daniel Dubroca, qui me chambre en arrivant. Voilà, et tout de suite je vais. Et puis 2 heures après, je suis dans la chambre avec Cambé et tous les joueurs qui passaient, qui venaient voir. Et je m'occupe des cheveux de Cambé, je lui remets les cheveux, je lui resserre les cheveux comme on fait. Et puis voilà, et puis après il joue les matchs et donc je reste pendant 3 semaines en Nouvelle-Zélande. Évidemment, là, professionnellement, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tous les journalistes qui me connaissaient depuis très longtemps et qui au début n'avaient pas trop à gratter pour faire des articles et tout, et ils me disent ouais Gérard, ils me venaient tous, ouais Gérard et tout, viens, il faut qu'on sache les implants, comment ça se passe et tout ça. Donc tous les soirs, d'abord, je suivais l'équipe de France sur les entraînements, ça c'était magnifique, et ensuite le soir, l'apéro avec les copains et les supporters, et puis après à minuit, à 11h à minuit, j'étais avec des journalistes fabuleux qu'on connaissait dans le rugby, et j'étais avec eux et on passait les soirées, donc j'ai passé 3 semaines difficiles. Je suis rentré avec quelques kilos de plus et là on parlait et ils ont fait des articles, il y a eu des articles sur Salbiac en a parlé, sur l'équipe, sur Midi Olympique, il y a eu des articles partout et au bout de 3 jours quelqu'un m'appelle de France, le gars de la boîte, il me dit hey Gérard, ton voyage il est amorti, hein. Les gens ils téléphonent de partout pour savoir ce que c'est que les implants de Cambé. Voilà, une aventure extraordinaire. Oui, la demi-finale. Raconte-nous cette demi-finale contre l'Australie. Ah bah ça après. Oui, bon, on la connaît, on connaît cette. Pas tous, hein, certains n'étaient pas nés. Ouais, oui, certains n'étaient pas nés. C'est une demi-finale fabuleuse. Quand on voit les joueurs, il y avait quand même des joueurs, les Philippe Sella, les Serge Blanco, les trucs, c'était que des grands joueurs, quoi. Hein. Daniel Dubroca. Cette dernière action est historique. La dernière action, elle est gravée dans notre tête à jamais, quoi. Hein. C'était magnifique. C'est comme celle de 99 contre les Blacks, quand Dominici marque cet essai de Blanco, c'est aussi historique. Ça, c'est le rugby à la française. C'est le rugby à la française. En France, on est capable de tout, quoi.
On est capable, on voit aujourd'hui, là, on voit des joueurs aujourd'hui, par exemple, moi je me régale, je vois les matchs dans tous ces clubs. De temps en temps, il y a l'étincelle française quoi, qui fait que ça fait la différence. Quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et on est quand même assez unique à ce niveau-là. Et le monde entier On est français, on est capable de tout. aime la France Du meilleur comme du pour pire. ce rugby, Voilà. le meilleur Voilà. et le pire. Voilà. Tout à fait. Et donc, raconte-nous ton histoire personnelle, maintenant un peu professionnelle. De coiffeur à Cassel-Sarrazin jusqu'à chef d'entreprise très brillant avec le centre de chirurgie esthétique de l'océan Indien à Maurice. Et donc ton parcours pro, comment tu as réussi à le développer et à le rendre aussi fructueux? Mais je pense que j'ai l'habitude de dire, j'ai fait 2 écoles. J'ai fait l'école de rugby et l'école buissonnière. Et toute ma vie, c'est les valeurs que j'avais appris, tout ce que j'ai appris au rugby avec les copains, mes amis. Ça m'a permis de construire quelque chose au niveau professionnel. Ensuite, j'ai osé faire des choses, comme sur un terrain de rugby, j'ai osé faire des choses et ça m'a réussi. Et puis en même temps, il y a aussi, je crois, quelque chose de très fort dans l'entreprise, c'est que quand on gère une entreprise, comme on entraîne une équipe de rugby, il y a une histoire d'être un peu leader quelque part, d'apporter quelque chose chaque fois. L'humilité aussi, je crois que c'est très très important. L'humilité, être près des gens, comme dans le rugby. On ne peut pas jouer au rugby. Arriver à une alchimie entre une équipe, parce que tous les business sont des équipes. Sur un terrain de rugby, dans une mêlée, s'il y en a un qui triche, c'est toute l'équipe qui va. Donc on est obligé de fédérer. Voilà. Et je crois que c'est le mot important. Fédérer ces équipes comme on a fait dans le rugby. Je crois que c'est ça le plus important. Donc, j'ai commencé à 14 ans coiffeur parce que je ne voulais plus aller à l'école, c'était pas mon truc, je ne voulais pas aller à l'école, je ne voulais plus y aller. Quoi. Et donc j'ai passé mon certificat d'études et à 14 ans je me suis retrouvé coiffeur homme avec mon papa. Une affaire qui tournait bien parce que mon papa était... Et puis j'étais apprenti, j'ai fait l'apprentissage normal et ensuite j'ai continué à travailler avec mon papa, on a progressé dans la coiffure, on a fait de la coiffure femme, on a fait de la coiffure homme. Et aussi, quelques années après, là j'avais déjà arrêté de jouer, j'ai vu sur Midi Olympique un gars qui était chauve et qu'on retrouvait avec des cheveux, et il y avait 2 gars qui faisaient la publicité, j'ai dit qu'est-ce que c'est ça, je suis déjà sauté sur le téléphone, hop, j'ai appelé, et 15 jours après, je montais à Paris faire une formation là-dessus, et voilà, et j'ai créé une entreprise. J'ai créé une nouvelle entreprise sur tous les problèmes de cheveux, de problèmes de calvitie, solutions pour retrouver des cheveux. Donc d'abord dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, à Cassel-Sarrazin, où j'avais mon cabinet, je recevais des gens, j'avais des gens par exemple qui venaient de Saint-Jean-de-Luz tous les mois, puisque les gens sont venus de Saint-Jean-de-Luz, ils partaient le matin de bonne heure, ils venaient à 3 ou 4, j'en avais de Lourdes qui venaient, pareil, même chose, ils venaient en voiture à 3-4, et voilà, donc j'ai eu des gens un peu partout, et c'est vrai que ça a bien marché, de là, les cheveux qu'on avait mis à Canberra-Véro après, plus tard. Voilà. Ensuite, j'ai monté j'avais un salon de coiffure hommes et dames par la suite. Et après, j'ai monté un salon de coiffure. J'étais curieux toujours. J'ai monté un salon de coiffure pour enfants. Pour enfants, un petit début là. On coiffait les enfants, nous, au lieu de les mettre sur une chaise où ils sont à 1 mètre de haut, et bien on s'est mis alors. On a fait exactement pour eux, quoi. Des fauteuils qui étaient plus bas et c'est nous qui travaillions assis. Les gosses étaient devant regarder des vidéos. À l'époque, on n'avait pas encore les petits jeux, mais regarder des petites vidéos pendant qu'on les coiffait. Et c'est quelque chose qui a bien marché, qui était très sympa. Les gosses partaient avec un ballon, c'était très très sympa. Voilà. Et ensuite, le fait est qu'à un moment donné, j'ai dit je pars. Je pars et j'ai tout vendu et je suis parti à l'île de la Réunion. Et à l'île de la Réunion, j'ai monté un salon de coiffure pour enfants, hommes, femmes et enfants, mais surtout pour enfants. À Saint-Denis ? À Saint-Denis, un très beau salon de coiffure qui était vraiment fait pour les enfants. Et on a énormément travaillé, on a fini, quand j'ai vendu, on était plus de 10 employés. À côté, on a monté aussi un cabinet spécialisé dans ce qu'on faisait en France, dans la calvitie, tout ce qui est chute de cheveux, problème de cheveux et
Hein. Et voilà, et après, voilà, on a fait ça, et ensuite j'ai monté un centre de formation. Un centre de formation de coiffure, et surtout parce qu'on avait un problème, c'était pour coiffer, pour apprendre d'abord c'est difficile pour trouver des modèles, et pour apprendre sur les enfants c'est encore plus difficile, parce qu'un enfant, au bout de 10 minutes, il bouge, surtout en France. Et le hasard a fait encore le rugby qui est encore arrivé là. Un jour, on m'appelle de Madagascar, de l'Alliance française, et on me dit: Gérard, on sait que tu es à La Réunion, est-ce que tu ne voudrais pas venir passer 8 jours à Mada pour nous aider à former des éducateurs, parce qu'on a des milliers de gosses qui jouent au rugby et on manque d'éducateurs. Je dis ouais, challenge. Donc j'ai pris l'avion, je suis parti à Madagascar. Bon, un choc quand je suis arrivé à Madagascar, parce que je suis arrivé à Tananarive. Comme toutes les personnes qui arrivent à Tananarive. Sur le plan humain, on a la pendule qui tapait un petit peu. Et puis là, pendant 8 jours, je me suis fondu avec ces gosses en train de former des éducateurs, qu'on va dire. Et puis, en partant, je dis à la personne qui était toujours avec moi, là, en Malgache, je dis: ces enfants-là qui sont dans la rue, là, tous ces enfants, si tu crois que si je venais avec une dizaine de coiffeurs, je pourrais leur couper les cheveux. Il me dit: mais oui, mais tu crois qu'ils viendraient? Mais en même temps, on amène quelque chose pour eux, tu vois, on fait des trucs, on fait quelque chose sur le plan humain. Il me dit: ouais. Je dis alors je calcule, si je viens avec 10 coiffeurs, il m'en faut 10 par jour, il me faudrait 100 gosses par jour. Et le gars il rigole, il me dit: mais 200 par jour si tu veux. Et je rentre à La Réunion, avec ça dans la tête. Je réunis mes employés, j'avais des contrats de qualification aussi dans les employés. Donc. Et je leur dis: est-ce que ça vous dirait qu'on parte à Madagascar, tous ensemble? On part à une douzaine, et on part à Madagascar et on va coiffer les enfants. Donc vous allez progresser dans le travail de la coiffure, vous allez faire 10 coupes par jour. Quand ils faisaient 10 en 3 ans d'apprentissage, c'était bien tout. On a fait 10 par jour et on part là-bas, mais on prépare tout avant. Et voilà, on est parti à Madagascar je suis reparti à Madagascar pour trouver un endroit. Et sur l'avenue de l'Indépendance, je ne sais pas si tu connais Madagascar, il y avait un salon de coiffure. Je suis rentré dans le salon de coiffure et je dis: voilà, je voudrais vous louer le salon pendant 10 jours. Est-ce que c'est possible? Et une dame me dit: mais oui, il n'y a pas de problème, vous me laissez un petit coin là, dans le salon, pour que je puisse faire mes clients. Le reste, je vous le loue. Je dis: combien vous voulez? Et la dame me dit le prix. Moi, j'aurais payé 10 fois plus. Et je lui dis: ok, toujours. Et je bloque pour revenir chez elle 3 semaines après. Je rentre à la Réunion, je leur dis ça. On s'en va dans 3 semaines. Et 3 semaines après, on a fermé notre salon. On est parti avec une équipe, plus d'autres que j'avais en contrat de qualification qui travaillaient. On est parti à Madagascar et là, c'est une aventure fabuleuse qui a commencé. Un peu comme une équipe qui part en tournée de rugby. On se retrouve là, dans un pays en difficulté totale, des enfants qui... Et on a coiffé, plus de 100 enfants tous les jours, on coiffait, quoi. Et une aventure humaine formidable. On a toujours dit qu'il ne peut pas y avoir de progrès professionnel sans progrès humain en parallèle. Et ça, j'en suis persuadé et j'ai vécu ça. On a eu un film qui a été fait d'ailleurs sur cette aventure. En résumé, on faisait passer les CAP en 6 mois. Quand on est rentré, j'étais inscrit au CAP, ils avaient leur CAP au bout de 6 mois, au lieu de passer 2 ans et demi. Et dans les salons de coiffure, au bout de 3 mois, ils faisaient de la rentabilité, parce qu'ils savaient travailler. Et puis, surtout là-bas, les mêmes gosses que j'aurais pris en formation à La Réunion, à 3 heures l'après-midi, ouais, c'est fatigué, tout ça et tout. Là-bas, c'est moi qui les arrêtais le soir, parce qu'ils voulaient toujours coiffer un autre, parce qu'ils travaillaient avec les tripes. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ces gosses, on les habillait, on les coiffait, on les douchait. On a parrainé 2 écoles après. On avait 400 enfants qui allaient à l'école où on parrainait tout. Donc cette aventure humaine, elle est devenue extraordinaire. Et j'ai fait plus de 40 missions à Madagascar, avec aussi des Français qui venaient. C'était quelque chose de très très fort que je ne pourrais plus refaire aujourd'hui parce qu'il fallait les tripes. Voilà, ça c'est une aventure. Fabuleux. C'est l'aventure qui m'a frappé le plus et qui a aussi frappé beaucoup de gens. Aujourd'hui, je vais à La Réunion de temps en temps et tout le temps on m'appelle: Gérard, vite, on se voit, on mange ensemble et tout. Et j'ai toujours
des coiffeurs, des coiffeuses qui ont leur salon aujourd'hui. Et on se retrouve avec, c'est une aventure qui a marqué tout le monde. Ça, Fabuleux. c'est grâce au rugby. Très bien, très bien. Maintenant, on va parler de l'île Maurice et donc de ton arrivée en 2010 et ton développement personnel à Maurice et puis professionnel, les deux ensemble. Et pourquoi l'île Maurice est un endroit rêvé pour avoir une combinaison travail et vie personnelle idéale probablement dans le monde aujourd'hui. Oui, alors je suis à La Réunion, j'ai un ami qui vient, avec qui je bossais sur les salons enfants, tout ça, toutes ces choses-là, qui avait des gens, des cabinets qui s'appelaient Norgil à l'époque, pour les faux cheveux, qui étaient venus à Madagascar en formation, et lui aussi était venu avec son épouse. Ils étaient venus, ils avaient été marqués énormément par cette histoire humaine. Et le gars, il avait monté une clinique de greffe de cheveux, avenue des Ternes à Paris, Challenger, un très beau truc. Et il me dit, tu sais, Gérard, on devrait monter une clinique dans une île. Et je dis, oui, mais à La Réunion, il n'y a que les Français qui viennent à La Réunion, il n'y a personne qui vient, qu'est-ce que ça va faire? Aucun intérêt. Il me dit, non, mais il faut trouver une île. Je dis, écoute, Madagascar, c'est pas possible. Bon, les Seychelles, je dis, peut-être à l'île Maurice. Et je n'étais jamais venu à l'île Maurice. Je dis, peut-être à l'île Maurice. Quand tu étais à La Réunion, tu venais pas faire des matchs de rugby à Maurice? Non, jamais. J'étais jamais venu. J'allais à Madagascar, j'allais aux Seychelles, j'étais jamais venu. À Mayotte, j'avais été, mais j'étais jamais venu à l'île Maurice. Et là, je dis, écoutez, j'y vais. Je prends l'avion et je viens à l'île Maurice. Je me promène, je tourne partout sur l'île Maurice et tout. Et puis je dis, les hôtels, magnifiques. Les gens, très gentils. L'accueil est super. L'île est belle. La Réunion est belle aussi, mais là, c'est autre chose, quoi. C'est tout à fait différent. C'est deux îles complémentaires. Et je suis séduit. Je suis séduit et j'essaye de poser des questions pour voir si c'était possible. Et je rentre et j'appelle mon pote et je lui dis, écoute, à l'île Maurice, c'est là-bas qu'il faut aller. Les avions arrivent de partout, il y a le service tourisme extraordinaire, les gens sont gentils, le personnel, à mon avis, je sens, je crois que c'est là-bas qu'il faut aller. Et mon pote, il me dit, écoute, j'arrive dans 15 jours. Et 15 jours après, on vient tous les deux ici, on fait le tour, et puis on loue une maison à Pointe-aux-Canonniers. On dit, l'aventure est partie, c'est fait. Et voilà comment est née l'aventure de créer une clinique de greffe de cheveux à l'île Maurice, à Pointe-aux-Canonniers pendant 10 ans. Par contre, quand je suis parti de la Réunion, j'ai fait comme j'avais fait en France. En France, j'ai vendu mes affaires à mes employés. Et aujourd'hui, quand j'étais en France il n'y a pas longtemps, là, et donc j'ai des employés, c'est toujours mes employés qui ont les affaires, et des affaires qui tournent très bien. Ça, donc il y a une continuité. C'est une satisfaction extraordinaire. J'ai fait la même chose à La Réunion, j'ai vendu le salon, la formation, le cabinet Norgil aussi, j'ai tout vendu à La Réunion, j'ai tout vendu, mes employés, et je suis arrivé à Maurice. J'ai passé un an à faire la navette quand même parce que c'était pas aussi facile que maintenant. Au niveau, il a fallu aller au ministère, on allait partout. Aujourd'hui, c'est un étranger qui vient s'installer aujourd'hui, c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Les règles ne sont pas les mêmes et tout. Bon, c'est plus facile. Donc, ouais, j'ai galéré quand même. Hein. Et puis, 9 mois après, on ouvrait la clinique. J'ai commencé avec 3 clients. On a tous commencé avec 3 clients. J'ai commencé avec 3 clients, c'était pas si facile que ça. Et puis voilà, ça a marché très très bien même, on va dire. Et en 2000, j'avais décidé, quelques années avant, j'avais trouvé un endroit à Troubiche. Et là, on a bâti une clinique qui n'est pas une clinique, c'est plus, quand on rentre dedans, c'est plus un spa, style baliné, tout ça, puisque nos patients qui venaient se faire des greffes de cheveux ne sont pas malades, c'est pas des malades, c'est des gens, donc on n'est pas dans une clinique, évidemment que les blocs opératoires c'est une clinique, mais l'environnement est tout à fait différent. Et là on a commencé, et puis
Ouais, on a passé, en 20 ans, on a passé les 10 000 clients, les 10 000 patients à qui on a rendu un peu de bonheur et qui ont retrouvé leurs cheveux, quoi. C'est une aventure humaine aussi extraordinaire. On a commencé à était 7 ou 8 personnes, on a fini à 60 personnes, ou après on a rajouté une partie dentaire, une partie médecine esthétique, on a même eu de la chirurgie esthétique à un moment donné, donc c'est devenu une très très belle affaire, mais toujours menée de la même façon, avec beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité, d'humilité. Pas toujours facile, parce qu'avec des gens différents, hein, moi j'ai un bac -7, et j'ai embauché des gens qui avaient bac +14, ça fait beaucoup d'écart. Hein. Mais tu avais de l'expérience. Ouais, voilà, au niveau humain et le sport. Il n'y aurait pas eu cette histoire de rugby, voilà, on connaissait ces choses-là. Le management humain est essentiel. Le management, voilà. Voilà, je crois que la réussite, elle est là. Et là aussi, il y a 1 an et demi, j'ai vendu à mes employés. Hein, une partie de mes employés ont repris cette entreprise et ça continue. Bon, je ne m'en occupe plus du tout, puisque quand on a vendu, c'est fini, c'est venu plus. Voilà. Et voilà, je crois que. Et oui, alors pour finir, quand j'ai pris la retraite, j'ai un copain, un joueur de rugby avec Facebook, avec qui j'ai joué à Montauban, Gérard Brier, il s'appelle. Il m'envoie un message, il me dit: la retraite, c'est pas pour toi. Je si, il était temps. Et puis, 6 mois après, j'ai un copain du rugby, de nouveau, 1, 2, 3, ils sont plusieurs rugbymen, plusieurs sportifs, qui me dit: Gérard, donne-nous un coup de main, moi je vis en Colombie, je viens 2 fois par an à la Réunion Maurice, c'est mon marché, mais donne-nous un coup de main. Bon, je dis: si tu veux, un petit peu, mais je t'avertis, je ne veux pas travailler. Et puis, je m'y suis remis petit à petit, et puis je crois que quand on fait les choses, il faut les faire à fond. Donc je ne peux pas, en gardant quand même un truc, parce que l'île Maurice, il y a plein de choses à faire et j'ai envie de les faire. Hein. Et voilà, et donc j'ai repris une activité, mais que je peux faire à l'île Maurice sans aucun problème. Voilà, d'accompagnement avec des potes. Voilà. Magnifique. Voilà. Et donc, Gérard, quand tu arrives à Maurice en tant que professionnel, mais ensuite avec une envie évidemment de faire du rugby d'une façon ou d'une autre. Moi, je me souviens, quand j'arrive en 92, il y avait un club, le Dodo Club. Il fallait s'entraîner à Cure-Pipe et il n'y avait pas de match, il y avait une seule équipe. Et après, à partir de 2001-2002, grâce à Jean-Louis Martegoutte, un ami commun, il commence à y avoir un mini-championnat. Mais il y a une histoire aussi du rugby à Maurice, malgré tout, avec beaucoup de rencontres avec la Réunion, avec Madagascar, etc. Et donc, comment tu vois le rugby à Maurice quand tu arrives, et puis son évolution aujourd'hui, où Maurice commence à marquer les esprits au niveau du continent africain? J'arrive à Maurice, il y a 3 jours que je suis à Maurice, et puis je reçois un coup de fil de Denis Lecoq, que je ne connaissais pas. Si je donnais de nom, je savais qu'il m'a dit: oui, je m'occupe de rugby, écoute, je m'occupe d'une équipe de juniors, là on doit aller faire un tournoi, et je suis obligé de partir 15 jours, est-ce que tu pourrais pas, je sais que tu es ici, est-ce que tu ne pourrais pas venir faire 2 entraînements par semaine, là pendant 15 jours? Je dis avec plaisir. Et donc, je me retrouve, on me dit le Dodo Club, je ne connaissais pas, voilà. Et donc, je prends ma voiture et je pars à Cure-Pipe. Et là, j'arrive. Un autre climat. Un autre climat, oui, tout à fait. Et j'arrive à Cure-Pipe et j'arrive au terrain, et puis je vois des jeunes qui étaient là, et je me dis: ça doit être eux. Donc, je m'avance vers ces enfants et je leur dis: voilà, c'est Denis Lecoq qui m'a demandé de venir pour vous entraîner, c'est bien vous? Ils me disent: oui, c'est nous, merci monsieur, merci monsieur. Je dis: bon, écoutez, on y va. Et là, je fais un entraînement d'1 heure et demie, il n'y a pas un gosse qui parle, tu leur dis de faire ça, ils font ça. J'ai jamais vu ça. À la Réunion ou en France, j'ai jamais vu ça, quoi. Ils sont extraordinaires, ils s'entraînent et tout. Au bout de... Je dis, il y a une influence anglaise. Ouais. Au bout d'1 heure et demie, je dis: bon les gars, c'est fini, je vous remercie, j'ai passé un merveilleux moment. Et ils viennent tous, ils m'applaudissent et ils viennent tous me toucher la main et me dire: merci monsieur. Et je leur dis: bon, écoutez, à mercredi prochain. Voilà. Et ça déjà, ça m'a assez... Et, tu as raison, c'est très important. C'est comme ça que je suis rentré dans le rugby.
Il y avait un club au dodo où je suis venu après, oui, avec Denis, je suis venu après. Après, je me suis occupé d'un club dans le Nord avec des jeunes. Et le rugby à Maurice était quand même tout à fait différent. Je me rappelle les premiers entraînements que j'ai fait après avec des seniors. J'ai fait un entraînement avec des seniors, on fait une position, ils se rentraient dedans et tout. Et au bout d'un moment, au bout de 5 minutes, je dis mais ils vont se battre, c'est pas possible. Ils se rentraient dedans, mais alors viril mais correct, comme ça veut dire. Rentrer dedans et les trucs. À l'anglaise. Et là, ça, en France, 5 minutes après, ils se battaient. Ouais. Et là, non. Et après, bon, j'ai appris, la plupart de ces gosses partaient quand ils avaient passé le brevet, ils partaient en Afrique du Sud, dans des écoles en Afrique du Sud, notamment je n'y ai pas été, mais je connais par cœur, au collège Saint-Charles. J'avais les 3/4 de l'équipe qui partait en Afrique du Sud. Ils avaient 15 ans, ils partaient faire leurs études en Afrique du Sud, et ils avaient cette mentalité rugby, cet esprit rugby sud-africain. C'était impressionnant, quoi. Mais jamais un geste déplacé, par contre, hein, viril mais correct. Et je me suis régalé avec ces gens, avec ces gosses-là, je me suis régalé. Il y a mon ami Castelin de La Réunion qui m'avait rejoint, et on a entraîné cette équipe, donc j'ai entraîné le Nord et l'équipe de Maurice. Des joueurs de rugby fantastiques. Fantastique. Et le rugby a progressé petit à petit, alors jouer à 15, c'était difficile pour trouver des gens. Et il y a une personne qui est arrivée, il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, qui s'appelle Jean-Baptiste Gobelet, que tout le monde connaît, un monstre du rugby, et du rugby à 7 surtout, avec ses idées de rugby à 7, qui n'a pas toujours plu à tout le monde, parce que le 15... Oui, c'était à 15 à l'époque. Le 15, le 15, le 15, le 15, donc il arrivait avec quelque chose de un peu révolutionnaire. Il est ici depuis des années. Aujourd'hui, il a fait progresser le rugby à 7. Et grâce à ça, le rugby à 7, le rugby à 10, le rugby et le rugby à 15 qui est aujourd'hui. Mais la base du rugby à 7 a permis de construire tout ça. Et on a beaucoup d'équipes de rugby à 7 aujourd'hui. L'équipe de rugby féminine que j'ai entraînée là, jusqu'à il y a 2 ans était dans les 10 premières d'Afrique. Et ça progresse de jour en jour. L'équipe des garçons, même chose, sont dans les 10 premières Afrique. Avec un entraînement, Jean-Baptiste a créé une académie de formation avec au lycée des Mascareignes. Au lycée des Mascareignes, où ils font de l'entraînement en performance, un peu comme les sports-études de l'époque, mais avec un niveau au-dessus où l'excellence et la performance est là. Les gosses, moi je vois ces gosses, je les revois 6 mois après, je les reconnais plus, tellement ils sont devenus gaillards et tout. Et ça joue au rugby, je vais aux entraînements, je me régale de voir ces gosses. Ouais. Et je me dis quelquefois, si je m'étais entraîné comme ça à l'époque, j'aurais peut-être été meilleur. Voilà, donc le rugby a vraiment, vraiment évolué, et j'étais il y a 8 jours à Madagascar, à un tournoi. Et les Malgaches qui sont très très bons aujourd'hui, les Malgaches ils sont montés à un niveau autant féminin que truc, ils sont montés au niveau supérieur. Et j'ai vu jouer ces filles mauriciennes, c'est extraordinaire. Extraordinaire les progrès qui ont été faits. Les progrès sont énormes. Les garçons, même chose, des progrès énormes. Bon, et puis après, bon, c'est vrai, on a ces tournois ici, ils vont aussi, là ils sont à Stellenbosch je crois. On a fait des partenariats. Et le rugby mauricien est en train de vraiment progresser, et n'a pas fini de progresser. Voilà. Alors notre mascotte Calypso est venu écouter. Et ça fait plaisir. Ouais. Écouter notre vie à l'île Maurice, oui. Comme conclusion de cette vidéo. Ouais. Comment tu apprécies l'île Maurice au quotidien? Et un petit peu les messages pour les personnes qui rêvent de venir habiter ici. Quels sont les atouts de l'île Maurice? Bon, mais moi j'ai pris ma retraite, j'aurais pu dire je rentre en France. Là j'étais en France il n'y a pas longtemps, j'ai mes enfants, je suis allé à La Rochelle, je suis allé dans le sud-ouest évidemment. Je vais en France, mais au bout de 3 semaines il me tarde de rentrer à Maurice. Ma vie sera à Maurice. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une belle île, les gens sont gentils, c'est paisible comme on vit. Non, mes enfants, ma fille aussi a vécu à Maurice et tout, et c'est quelque chose qui leur manque, ils aiment bien venir me voir. Non,
je pense que à Maurice, on est bien. On est bien, on est cool. C'est sûr qu'il y a des problèmes partout. Quand je vois les problèmes en France, je me dis on est pas mal non plus. Et non, tous les matins, je me lève, bon, on voit la mer par exemple, on a la mer, et puis le sourire des gens et tout. Bon, et après, vous avez des... Bon, et puis il y a autre chose, hein. Des avantages financiers aussi quand même, hein. Parce que, bon, on n'est pas taxé comme en France. Un petit peu moins, oui. Un petit peu moins. Un petit peu moins, ouais, un petit peu moins. Non, on est quand même moins taxé qu'en France. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de, par exemple, de taxes sur la plus-value, sur la transmission, c'est pareil. Et beaucoup de Français viennent à Maurice aussi pour ça, pour venir de temps en temps en vacances, pour venir passer. J'en connais beaucoup qui viennent passer 3 à 4 mois tous les ans. Bon, voilà, c'est tout à fait différent que de s'y installer complètement. Mais il y en a aussi qui s'y sont installés. Après, on est français, donc c'est vrai qu'on n'est jamais content. Donc je connais des Français qui sont ici. Et il y a ci, et il y a ça, c'est sûr. Quand je veux manger du foie gras, je vais dans le sud-ouest, il est meilleur. Hein, c'est pas le même. Il y a des, Ceci dit, on en a du très bon aussi. Hein. Oui, non, mais on a du très bon, mais je veux dire, voilà. Donc il y a des Français, j'ai des copains français, je leur dis, oh les gars, si ça vous plaît pas, partez, mais arrêtez, on ne peut pas tout avoir. Mais Maurice, c'est quand même paisible. Il n'y aura pas la guerre hein, à Maurice en plus. On n'a pas d'armée. On est assez éloigné. Et on est assez éloigné. Non, c'est un pays où vraiment je me sens bien. Et j'ai eu le privilège d'avoir la nationalité mauricienne il y a 18 ans maintenant. Et je suis très très fier d'être mauricien. Et je finirai mes jours à Maurice. Magnifique, Voilà. magnifique. Gérard, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi. Je connaissais un petit peu ta vie, mais là, j'ai découvert d'autres facettes. Et félicitations pour ton parcours. Et donc, je suis sûr que ça va inciter un certain nombre de personnes qui connaissent Maurice un peu et qui pensent venir ici, à éventuellement s'installer ici, avec ou sans rugby comme partie de la vie. Et profiter du soleil, de la mer et de climats différents comme celui de Cure-Pipe qu'il faut connaître aussi quand on est ici. Et profiter aussi de l'océan Indien, de Madagascar, de la Réunion, voilà. De l'Afrique du Sud, de l'Afrique en général, qui est magnifique. Et donc l'île Maurice est une plateforme ouverte sur le monde, ouverte sur l'océan. Et donc c'est vrai que la vie ici est à mon avis assez unique. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci. Merci à toi.